Les espions et l'histoire, une émission de Madeleine Ricot, réalisée par Evelyne Frémy. Bien des théosophes considèrent celui que nous allons évoquer ce soir comme un sage, un immortel, qui, retiré au Tibet, réapparaîtra au moment où devront s'accomplir les destins de l'humanité. S'il est probable que l'appartenance de ce personnage aux Rose-Croix, à la franc-maçonnerie, a dû l'aider à exercer ses actes d'agent secret et d'espion, nous n'en tiendrons pas compte, ne nous référant qu'à des documents d'archives diplomatiques. Nous avons négligé les mémoires de Casanova, qui, considérant le comte de Saint-Germain comme un rival en charlatanerie, arrangea fort le récit des rencontres qu'il en fit. Enfin, nous laisserons de côté le secret de l'origine controversée de cet homme mystérieux, ne pouvant en si peu de temps ne nous intéresser qu'au plus connu de ses actes d'agent secret ou d'espion. Ah, ça, madame, depuis le début du souper, je ne vous ai point vu porter votre verre à vos lèvres. Pourquoi donc ne buvez-vous pas? Cela est discourtois pour nous autres. C'est que je pratique le régime que Monsieur de Saint-Germain m'a indiqué, qui veut qu'on ne boive pas pendant le temps du repas. Monsieur de Gleichen fait de même. Est-ce vrai, Gleichen? Oui, et ma foi, nous nous en trouvons fort bien, Madame de Choiseul et moi-même. Pour ce qui est de vous, baron, à qui je reconnais un goût tout particulier pour les aventuriers, vous êtes libre de choisir votre régime. Mais vous, madame, dont la santé m'est précieuse, je vous défends de suivre les folies d'un homme aussi équivoque. Il est étrange qu'on permette que le roi soit souvent presque seul avec un tel homme, tandis qu'il ne sort qu'environné de gardes, comme si tout était rempli d'assassins. Est-il vrai, monsieur de Choiseul, que le gouvernement français, et vous-même, qui en êtes le ministre des Affaires étrangères, ignoriez tout sur cet homme et ne connaissiez ni sa naissance, ni son nom véritable? Sottise! Nous savons parfaitement qui est ce prétendu comte de Saint-Germain. Ses origines n'ont rien à voir avec les vôtres, baron de Gleichen, qui est le représentant du margrave de Bayreuth, ni avec les vôtres, bailli de Solar, qui est l'ambassadeur du roi de Sardaigne. Cet homme n'est que le fils d'un juif portugais, qui trompe la crédulité de la cour et de la ville. Oh, est-ce possible? En êtes-vous certain? Mais parfaitement. Écoutez, pour l'amour de moi, madame, buvez donc de ce délicieux vin de champagne, et laissez là le régime de Monsieur de Saint-Germain. Aujourd'hui, le comte de Saint-Germain, l'espion immortel avec André Rébaz et la participation de Jacques Levron. Mon ami, je ne peux y croire ce que vous avez affirmé ce soir au souper. Écoutez, quoi? Le comte de Saint-Germain, cet homme si distingué, si érudit, d'un maintien si noble et si réservé, ne serait qu'un aventurier? Fils d'un juif portugais? Mais n'en a-t-il pas le physique? Le nez légèrement busqué, le teint basané, et ne parle-t-il pas à la perfection le portugais et l'espagnol? Mais il possède de même les langues allemandes, anglaises et françaises. Il est vrai. Et quel musicien! Oh, je sais. On prétend qu'un connaisseur, ce que je ne suis pas, à votre différence, madame, peut distinguer les tons séparés d'un quartet quand le comte joue du violon. Ah, mes amis et moi faisons nos délices de ces sonates et de ces mélodies, telles La Servante changée en colombe, Oh, si vous connaissiez son pouvoir charmeur, et autres, toutes belles et originales. Oh, je sais que le comte de Saint-Germain vous charme, mesdames, depuis quelques mois qu'il est arrivé à Paris. Les unes le sont par l'élégance de ses vêtements et l'éclat de ses bijoux, les autres par ses talents d'alchimiste, qui vous font croire qu'il possède l'élixir de longue vie. Oh. Mais le comte de Saint-Germain ne prétend point cela, mon ami. Il conseille seulement de ne point trop manger de plats échauffants, de viande, de ne point boire au repas et de se purger souvent avec un mélange de follicules de séné et d'autres plantes. Oh, il est vrai qu'il donne à quelques coquettes un peu fanées des crèmes de beauté qu'il fabrique lui-même. Mais il n'est pas le seul à vouloir atténuer par des onguents les rigueurs de l'âge.
Alors, ce qui m'enrage, c'est de penser que tous ceux qui approchent cet homme, dont l'apparence est celle d'un homme de 50 ans, se figurent qu'il en a pour le moins 80 ou même 200 ou 300. La crédulité des gens est une chose qui m'irrite fort. Mais enfin, monsieur, jusqu'alors vous receviez le comte de Saint-Germain avec le plus grand plaisir. Et vous appréciez fort l'admirable conteur qu'il est. Quel fait dont vous auriez eu connaissance vous aurez donc ainsi monté contre lui? Pour lors, rien encore de précis. Mais j'ai ordonné au lieutenant de police Bertin de mener une enquête sur l'homme, son passé, ses activités. Mais pourquoi cette méfiance soudaine, mon ami? Parce que je trouve que le soi-disant comte de Saint-Germain est un peu trop dans la faveur de Sa Majesté et de Madame de Pompadour, avec lesquelles il dîne souvent en tête-à-tête. Mais la marquise n'est-elle pas votre amie et votre protectrice? Qu'auriez-vous donc à redouter de sa part? Ah, sait-on jamais? Madame de Pompadour est aussi forte amie du maréchal de Belle-Île. Le ministre de la guerre? Et oui. Et vous savez que nos politiques s'opposent au cabinet. Je veux combattre l'Angleterre et la vaincre, alors que ce vieux soldat s'est mis stupidement en tête de se faire l'auteur d'une paix séparée avec l'Angleterre. Que vient donc faire le comte de Saint-Germain, un étranger, dans cette querelle qui vous oppose au maréchal de Belle-Île? Mais ceci, que monsieur de Belle-Île a été l'introducteur en France du prétendu comte de Saint-Germain, qu'il avait connu en Allemagne. Et je sais que celui-ci a séjourné autrefois en Angleterre. Alors je redoute fort l'influence de ces deux hommes sur l'esprit du roi et leur menée contre ma politique. Eh bien, monsieur le lieutenant de police, que contient le dossier d'enquête que vous avez effectué sur le prétendu comte de Saint-Germain? Le dossier contient beaucoup de on-dit invérifiables sur les origines de notre homme. Le fils d'un Israélite portugais qui aurait parcouru les Indes et le Mogol, d'où il aurait rapporté ses merveilleux bijoux. Le fils naturel d'une princesse royale connue de Sa Majesté, descendant de la famille des Rákóczi, ou du marquis de Rivarolo. Mais je dois avouer, monsieur le ministre, que rien ne corrobore une de ces suppositions plutôt qu'une autre. Il est seulement certain que le nom que porte le comte n'est point le sien. L'homme ne s'en cache pas d'ailleurs, mais refuse de donner le véritable, et s'enferme dans ce mystère irritant. Mais enfin, Bertin, avez-vous pu découvrir d'où lui venaient ces fonds? Car ces richesses ne sont obtenues ni par le jeu, ni par l'escroquerie. Avez-vous trouvé la fameuse carrière dont certains prétendent que le comte tire la pierre philosophale qui lui procurerait ces richesses? Non, je n'ai trouvé rien de semblable. Alors, que contient votre dossier de plus réel? La copie de la lettre que le comte adressa à monsieur de Marigny lorsqu'il arriva au début de 1758 à Paris, et qui semble prouver que le comte résidait en Allemagne sur ses terres dans les années qui précédèrent cette date. Je connais cette lettre. La marquise de Pompadour m'en avait résumé la teneur. Le comte demandait à son frère, monsieur de Marigny, en tant que directeur des manufactures royales, de lui accorder un logement pas trop loin de Paris, où il pourrait installer ses ouvriers et fonder une fabrique de teinture. À la suite de quoi, un logis au château de Chambord lui fut accordé par monsieur de Marigny. Lequel marquis de Marigny, séduit par l'air aristocratique et les manières du comte, le présenta à sa sœur madame de Pompadour, laquelle fut séduite à son tour. J'ai fait prendre par un de mes hommes copie des notes qu'écrit madame du Hausset, la femme de chambre de madame de Pompadour, et qu'elle néglige parfois d'enfermer. Une des conversations qu'elle rapporte concerne le comte, et je pense qu'elle vous intéressera sans doute, monsieur le ministre. Ah, voyons cela. Voyons cela. Il est venu chez madame un homme qui est aussi étonnant qu'une sorcière. C'est le comte de Saint-Germain qui veut faire croire qu'il vit depuis plusieurs siècles. Un jour, il dit au roi: « Sire, pour estimer les hommes, il ne faut être ni confesseur, ni ministre, ni lieutenant de police. » Et roi? Ah, sire, vous avez vu le brouillard qu'il faisait il y a quelques jours. Les rois, je parle en général, sont environnés de brouillards encore plus épais que font naître autour d'eux les intrigants
les ministres infidèles et ceux qui s'accordent dans toutes les classes pour lui faire voir les objets sous un aspect différent du véritable. Et voilà qui renforce mes soupçons. Monsieur l'alchimiste voudrait sans doute être le dissipateur du brouillard qui environne Sa Majesté. Mais enfin, Bertin, n'avez-vous rien glané de plus sérieux dans votre enquête que ces réflexions qui se veulent philosophiques? Si fait, monsieur le ministre. J'ai la copie d'un rapport de monsieur Chiquet. Monsieur Chiquet, le chargé d'affaires de France à Londres? Lui-même. Il s'agit d'une lettre en date du 21 décembre 1745. Décembre 1745. Cela doit se situer, si mes souvenirs sont exacts, à peu près à la date du débarquement en Écosse de Charles-Édouard, le fils du prétendant Stuart à la couronne d'Angleterre. Peut-être, monsieur de Choiseul. Ces choses de politique étrangère ne sont pas de mon Non, sort. elles n'étaient point du mien alors, mais de celui de monsieur de Bernis, qui appuya la tentative, malheureuse hélas, du fils de Jacques III. Il avait pourtant réussi à être proclamé régent d'Angleterre à Édimbourg, ce qui avait créé une véritable panique à la cour de George II. Voilà pourquoi on arrêta alors à Londres toutes les personnes suspectées de jacobisme, Oui. ainsi que le rapporte monsieur Chiquet. L'on visite les suspects pour savoir s'ils ont des armes, surtout ceux que l'on considère comme catholiques. C'est ainsi que, l'autre jour, on a arrêté un homme étrange qui est connu sous le nom de comte de Saint-Germain. Les soupçons que l'on a sur son compte viennent de ce qu'il fait très bonne figure, qu'il reçoit de très grosses remises, paie bien un chacun et ne fait point crier après lui. Il a été laissé dans son appartement à la garde d'un messager d'État. On ne lui a pas trouvé de papier qui donne le moindre indice contre lui. Le comte a été interrogé par le duc de Newcastle, qui est secrétaire d'État, à qui il ne rendit pas de raison aussi satisfaisante qu'on l'aurait désiré, persistant à ne vouloir décliner son nom, ses qualités, etc., qu'au roi lui-même. Comme il n'y avait rien de répréhensible contre lui, on l'a relaxé. Il était en Angleterre depuis 2 ans et y a rencontré tout ce qu'il y a de grand jusqu'au prince de Galles. Voilà, monsieur le ministre, je n'ai rien pu relever d'autre au sujet du sieur dit comte de Saint-Germain. Merci, monsieur le lieutenant de police. Il nous faut nous en contenter, mais cela est si maigre que je ne puis communiquer mes soupçons à Sa Majesté pour la désabuser du personnage. Je vous recommande seulement de laisser toujours un de vos agents commis à sa surveillance, afin de me prévenir s'il venait à quitter la France. Monsieur le comte de Saint-Germain. Entrez, mon cher comte, entrez. Je vous apporte, monsieur l'ambassadeur, le souvenir le plus amical du prince et de la princesse de Rohan-Rochefort, chez qui j'ai eu le plaisir de vous rencontrer. Je ne pensais point alors avoir le plaisir de vous accueillir à La Haye. Quoiqu'à vous dire le vrai, depuis 15 jours, j'attends votre visite. Depuis 15 jours Depuis votre arrivée aux Pays-Bas, mon cher comte. Je sais que vous y êtes arrivé le 20 février 1760. Je sais même que vous êtes descendu à Amsterdam à l'Étoile d'Orient, une excellente auberge. Diable! Comment avez-vous eu connaissance de ma venue? N'est-ce point mon rôle d'ambassadeur de France de ne rien ignorer des voyageurs qui vont de mon pays à ce pays neutre en ces temps de guerre entre la France et l'Angleterre? Monsieur Astier, notre commissaire de la marine et du commerce, m'a donc prévenu de votre arrivée à La Haye, en même temps qu'il m'informait qu'on vous prétendait chargé d'une mission importante pour les finances de la France. Est-ce exact? Rien n'est plus exact. J'ai exposé à Sa Majesté un projet pour rétablir les finances, en quelque sorte sauver le royaume, en ménageant le crédit des plus gros banquiers hollandais en faveur des Français. J'ai déjà rencontré, à effet de former une caisse d'escompte, messieurs Adrien et Thomas Hope, les directeurs de la Compagnie des Indes orientales, ainsi que monsieur Haslar, le maire d'Amsterdam. Je vois que vous ne perdez pas de temps, comte. Si ce n'est que vous avez fort tardé à venir me voir. Veuillez excuser ma curiosité, à laquelle vous comprendrez sans peine que mes fonctions m'obligent.
Mais je me vois obligé de vous demander si vous avez des pouvoirs qui vous accréditent pour une telle mission. Oh, bien entendu. Votre suspicion est tout à fait naturelle et je vous en félicite. Voici donc 2 lettres de Monsieur de Belle-Île. La première, datée du 14 février, contient un blanc-seing de Sa Majesté, et la deuxième, datée du 26 février, ainsi que vous pouvez le lire, exprime l'impatience qu'éprouve le maréchal et les espoirs qu'il fonde sur mon zèle et mon habileté pour mener à bien ce pourquoi je suis à La Haye et dont il attend le plus heureux résultat. Eh bien, je ne puis que m'associer à ces souhaits de Monsieur de Belle-Île, comte. Votre mission financière semble être des plus sérieuses et votre personne en donne toutes les garanties. Il n'en est pas de même du sieur Casanova qui se trouve en ce moment même à La Haye pour traiter un emprunt à 5%. Mais Casanova n'avait-il pas, il y a 2 ans, négocié fort heureusement pour Monsieur de Boulogne, le contrôleur général de la France, 20 millions de papier-monnaie? Il est vrai. Mais l'individu a une tenue si déplorable, il joue si gros jeu et bavarde si à tort et à travers sur ses aventures à la cour de France qu'il m'a fallu le désavouer par ordre de Monsieur de Choiseul. Voilà qui ne vous arrivera pas avec moi, Monsieur l'ambassadeur de France. Oui, Monsieur l'ambassadeur d'Angleterre, il me faut vous faire un aveu. Quel aveu, Monsieur de Saint-Germain? Celui-ci. Ma mission aux Pays-Bas n'est pas ce qu'elle semble être. Une négociation financière au profit de la France. Cette négociation n'est qu'une façade. J'ai été choisi par le roi Louis XV pour entreprendre une autre négociation. Du fait des liens d'amitié que nous avions liés autrefois à Sir York lorsque je résidais à Londres. Ah. Et quelle est donc cette négociation secrète? La conclusion de la paix entre l'Angleterre et la France. Et croyez que j'apprécie fort la confiance du roi et suis très fier de pouvoir contribuer à un événement si désirable pour l'humanité en général et non seulement pour nos 2 peuples. Vous me prenez compte au dépourvu. Mon étonnement est grand, car il me semble que ces affaires sont trop délicates et trop graves pour être débattues par des personnes non qualifiées. Pour ma part, je suis qualifié. Voici un blanc-seing du roi de France et 2 lettres du ministre de la guerre, Monsieur de Belle-Île. En ce cas, oui, effectivement. Je n'ignore pas que l'Angleterre désire également la paix, mais je ne suis qu'ambassadeur de mon pays. Je ne peux m'engager et traiter avec vous avant d'en avoir référé à mon gouvernement. Je l'admets, mais je vous conjure de le faire le plus rapidement et le plus secrètement que vous le pourrez. J'attendrai une réponse à ma proposition chez Monsieur de Bentinck van Rome, à Leyde. Je n'ignore pas que ce président du Conseil des députés de la Hollande est fort bien vu de votre gouvernement, qui souvent écoute ses avis. L'engagement d'amitié dans lequel je suis avec lui ne peut que favoriser notre négociation secrète. Votre négociation avance-t-elle, mon ami? Oui, tous les honnêtes gens en France sont pour la paix. Seul Monsieur de Choiseul veut la continuation de la guerre. Mais j'ai des lettres de Sir York qui feront bientôt tomber Monsieur de Choiseul dans un tricorne. Décidément, monsieur le lieutenant de police, je trouve fort utile d'avoir été nommé par Sa Majesté surintendant des postes. Les preuves d'agissement secret m'arrivent tout droit sans que j'aie à les faire rechercher par vos services. Je comprends, Monsieur de Choiseul, que le secret de la poste vous a permis de tenir en vos mains une de ces preuves. Cela est vrai. Et qui concerne-t-elle? Ce comte de Saint-Germain, qui tant m'inquiète.
Il a eu l'imprudence d'écrire une lettre fort compromettante à Madame de Pompadour. Qui ne la recevra jamais. Bien entendu. Mais je vous ferai grâce des louanges adressées à l'adorable marquise et des sentiments que la beauté de son âme fait éprouver à notre homme. Mais voilà qui est plus grave. Après avoir offert les services du comte de Bentinck, il ajoute... vous connaissez la fidélité que je vous ai vouée, madame. Ordonnez et vous serez obéie. Vous pouvez donner la paix à l'Europe sans les longueurs et les embarras d'un congrès. Vos ordres me parviendront en toute sûreté chez monsieur de Bentinck. Voilà qui est clair. Ce prétendu comte de Saint-Germain se mêle directement de choses qui ne sont pas et ne doivent pas être de son action. Mais qu'allez-vous faire, monsieur le ministre, pour contrecarrer cette action de paix sans vous attirer le courroux de Madame de Pompadour et celui de Sa Majesté? Celle-ci dirige peut-être en secret l'opération. Je vais ruiner le crédit de notre homme en Hollande. Je vais écrire, en conséquence, à notre ambassadeur, monsieur D'Affry. Je vous envoie une lettre de monsieur de Saint-Germain à madame la marquise de Pompadour, qui suffit seule pour faire connaître l'absurdité du personnage. C'est un aventurier de premier ordre, qui, de plus, par ce que j'en ai vu, est fort bête. Ce pauvre D'Affry pense me terroriser par ses menaces. Il s'adresse mal. Je vous l'affirme, cher monsieur de Bentinck, car j'ai foulé aux pieds tout à la fois l'éloge et le blâme, la crainte et l'espérance. Je n'ai pas d'autre objectif que de suivre l'impulsion de mes bons sentiments envers l'humanité et de lui faire autant de bien qu'il sera en mon pouvoir. Le roi de France sait très bien que je ne crains ni D'Affry, ni monsieur de Choiseul. Qu'allez-vous faire maintenant, comte? Mais continuer ma négociation. Je dois revoir ce jour même Sir York. Monsieur de Saint-Germain, il me faut vous communiquer une lettre que je viens de recevoir du ministre d'État Lord Holderness. Elle vous concerne entièrement, ainsi que l'objet de votre mission. Je pense qu'elle vous autorise à engager la négociation. Non. Bien au contraire. Cette lettre m'informe que Sa Majesté George II pense qu'il est possible que vous ayez été réellement autorisé par le roi de France à traiter de cette question de paix. Il pense également que si ce but est atteint, peu importe par quelle voie il l'aura été. Ben voilà qui est excellent. Je ne vois nulle réticence en ce que vous me rapportez. Sans doute, mais la restriction est qu'il ne peut y avoir de conversation, même secrète, entre moi, qui suis accrédité par le roi d'Angleterre, et vous. Car ce que je dis, moi, est officiel. Et vos paroles peuvent être désavouées sans cérémonie si la Cour de France le juge nécessaire. Cela est évident, mais n'empêche point de négocier. Hélas, si. Car M. D'Affry m'a affirmé que votre mission lui était inconnue, ainsi qu'à M. de Choiseul. Je vous ai prévenu. Cette mission est secrète et d'ordre du seul roi de France. Je l'entends bien. Mais Sa Majesté britannique exige que vous lui fournissiez une preuve authentique que Louis XV connaît et approuve votre mission. Je vais m'y efforcer, Sir York, puisque le blanc-seing du roi que je vous ai montré ne vous suffit pas. Ce blanc-seing peut couvrir vos transactions financières, monsieur, sans plus. Sa Majesté, que je vais faire prévenir, saura à son tour prévenir monsieur de Choiseul. Je le souhaite, pour vous. Et pour la paix. Votre Majesté, messieurs du Conseil du Roi, je viens de vous lire les dépêches de notre ambassadeur en Hollande, qui m'informe des menées secrètes du soi-disant comte de Saint-Germain.
Je vous ai lu la réponse que j'ai adressée à M. d'Affry concernant cet aventurier notoire. Si je ne me suis pas donné le temps de prendre vos ordres, sire, c'est que je suis persuadé que personne, ici, ne serait assez osé de vouloir négocier la paix à l'insu du ministre des Affaires étrangères de votre Majesté, c'est-à-dire de moi-même. Me suis-je trompé, votre Majesté? Quelqu'un de vous, messieurs, aurait-il chargé Monsieur de Saint-Germain d'une telle mission? C'est bien ce que je pensais. Je vais donc à nouveau écrire à Monsieur d'Affry qu'il obtienne du gouvernement des Pays-Bas de faire arrêter ce fripon et prétendu comte de Saint-Germain et d'obtenir qu'il soit transféré en France afin d'y être puni. Car il faut, messieurs, réprimer l'insolence d'une espèce pareille qui s'avise de traiter sans mission les affaires d'une puissance telle que la France. Qu'y a-t-il donc, mon cher de Bentinck, que vous veniez me voir en ma chambre de l'auberge du maréchal de Turenne? C'est, mon cher comte, que vous n'êtes plus en sûreté nulle part, en Hollande, et qu'en quelques jours vous avez perdu tous vos amis, du fait que vous avez été désavoué officiellement par M. de Choiseul, et que votre arrestation a été demandée. Mais cette arrestation est impossible. Je ne suis pas français. Et je suis venu en Hollande confiant à la protection de la loi qui considère le droit d'asile comme sacré en Hollande. En principe, oui, mais je crains que les États généraux ne se voient obligés de céder à cette demande. Il vous faut fuir au plus tôt. Je me rends à vos raisons et vais partir pour l'Angleterre. Je vais aller demander un passeport à Sir York. Ah, mon ami, gardez-vous-en bien. Pourquoi donc? J'en viens et Sir York m'a déclaré d'une voix rude qu'il serait heureux de vous voir remis aux mains de la police. Voilà des paroles qui m'indignent fort. Comme elles le firent pour moi. Je lui répliquai vertement qu'il était votre ami, et vous avez encouragé dans vos démarches. Il répliqua qu'il se lavait les mains de votre sort. Enfin, il consentit devant l'objection que je soulevais, que votre arrestation pourrait lui causer beaucoup d'ennuis, à me faire remettre une feuille de passeport en blanc qu'il signa. La voici. Vous allez y mettre votre nom, ou tout autre, qui vous conviendra. Et je vous conseille de prendre demain à Helletveld-Sluis le bateau-poste Le Prince d'Orange. Il vous débarquera à Harwich. Je vois qu'il me faut obéir à vos sages conseils, hélas. Un carrosse à 4 chevaux que je vais louer viendra vous chercher demain matin à 5 heures, et un de mes laquais vous accompagnera jusqu'au port, afin qu'il ne vous arrive rien de fâcheux. Monsieur de Saint-Germain? Moi-même. Comme voulez-vous, monsieur? Je suis chargé, monsieur, par le secrétaire d'État aux Affaires étrangères, Sir William Pitt, de vous prier de nous donner l'adresse de votre résidence à Londres et de vous y tenir à la disposition du gouvernement. Vous y serez interrogé sous peu sur vos activités aux Pays-Bas. Bien que rien n'ait pu être relevé contre le comte de Saint-Germain, sa conduite et son langage, portant un mélange étrange qu'il est malaisé de définir, il est recommandé de ne pas le laisser séjourner en Angleterre. Le London Chronicle a appris, par une dépêche venue de Rotterdam le 30 juillet 1760, que le roi de France était sur le point de pardonner au comte de Saint-Germain, lorsqu'on découvrit qu'il était un espion du roi de Prusse à la cour de France et son représentant auprès de Madame de Pompadour. La Gazette des Pays-Bas informe ses lecteurs qu'à la date du 12 janvier 1761, le soi-disant comte de Saint-Germain, cet homme indéchiffrable, dont on ne sait au juste ni le nom, ni l'origine, ni l'état, qui a des revenus sans qu'on sache d'où ils proviennent, des entrées dans les cabinets des princes sans qu'aucun l'avoue et le réclame, cet homme est à La Haye,
ne sachant où poser le pied et comme exilé de tous les pays. En 1762, le soi-disant comte de Saint-Germain mettra le pied en Russie, mais il n'y jouera pas le rôle que la légende lui a donné dans le renversement du tsar Pierre III par sa femme Catherine. L'année suivante, des traités de paix mettaient fin à la guerre de 7 ans et les poursuites intentées par le duc de Choiseul contre le comte étaient abandonnées. Celui-ci pouvait voyager à nouveau librement à travers l'Europe. Il s'installa à Ubergen, près de Nimègue, sous le nom de M. de Surmont, et monta une importante affaire de teinture de laine, de soie, de bois et de cuir, pour le comte de Kaunitz, le chancelier d'État autrichien, et celui de la redoutable femme d'affaires, Madame de Nettine, qui tira tout le profit de la manufacture pour elle. Apparemment indifférent, Saint-Germain de Surmont quitta alors la Belgique. Il fut aperçu entre 1764 et 1773 dans diverses villes d'Italie, Venise, Mantoue, Gênes, etc. De 1773 à 1776, il disparut. Enfin, en 1777, il se fixa en Saxe, puis il s'installa sous le nom de Weldon au château de Schleswig, chez le landgrave Charles, prince de Hesse, franc-maçon notoire, qu'il estimait si fort qu'il prenait journellement 3 heures de leçons avec lui. Nous, bourgmestre d'Eckenfeld, en Schleswig, portons à la connaissance de chacun que cela intéresse. Celui qui était connu à l'étranger comme ici, sous le nom de comte de Saint-Germain et Weldon, et qui vécut dans notre pays les 4 dernières années, est décédé le 27 février 1784 en notre ville. La succession a été légalement mise... Mort, lui, qui donc inventa ce mensonge? Un immortel ne meurt pas. 1784. Cette date est seulement pour les biographes et historiens la date officielle de la mort du comte de Saint-Germain. Mais à partir de cet instant, le mystère qui l'a entouré va devenir plus grand qu'il n'a jamais été, car cette mort ne peut avoir été réelle. Ainsi s'expriment encore de nos jours certains théosophes. Quant à nous, nous ignorons en définitive de qui très exactement le comte de Saint-Germain fut l'agent ou l'espion lors de cette affaire de Hollande. Et nous ignorons également où et quand, et pour qui d'autre il put l'être au cours de sa si mystérieuse vie, si tant est qu'elle soit terminée.